Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo dans laquelle on va parler de manga parce que oui, en plus des romans, des BD dont je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos, eh bien je lis des mangas, je n'en lisais pas avant de découvrir les réseaux sociaux littéraires et après les avoir découverts, j'ai découvert en même temps les mangas et je me suis lancée dans plusieurs sagas. Et donc j'ai eu envie de faire une vidéo assez globale pour vous parler de où j'en suis dans les sagas que j'ai commencé, pour vous parler donc de mes dernières découvertes manga. Comme ça, on va pouvoir discuter de ce genre littéraire dans les commentaires et vous allez pouvoir aussi me recommander des sagas que vous aimez. Le premier manga que j'ai lu, c'est The Promised Neverland de Kayu Shirai et de Posuka Demisu, qui est donc une saga en 20 tomes que j'ai découverte grâce à une amie. Et ensuite, j'ai emprunté la suite au CDI. Et je l'ai terminé récemment et ça a vraiment été un immense coup de cœur. Dans cette saga, on suit Eman, Norman et Ray, des enfants qui coulent des jours heureux à l'orphelinat de Gracefield House. Ils sont entourés de leurs petits frères et sœurs, ils s'épanouissent sous l'attention pleine de tendresse de la femme qu'ils appellent maman et ils attendent tous en fait d'être adoptés. Ils la considèrent, elle, comme une véritable mère, ils considèrent cet orphelinat comme leur maison, tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais tout va basculer lorsque ces trois protagonistes vont découvrir l'abominable réalité qui se cache derrière la façade de leur vie paisible. Et à ce moment-là, ils vont vouloir s'échapper, et ils vont devoir s'échapper parce que ce sera une question de vie ou de mort. C'est un résumé qui m'avait tout de suite donné envie en fait parce que c'était très intriguant. Et croyez-moi, vous n'imaginez pas tout ce qu'il se passe dans cette histoire. J'ai vraiment adoré cette saga. Pour ses rebondissements, pour son histoire qui est très complexe, très riche, qui ne s'oublie pas, tellement elle capte l'attention, tellement elle est fascinante, passionnante. Je ne veux pas vous en dire trop sur cette intrigue, mais il faut juste que vous sachiez qu'en fait cet orphelinat n'est pas vraiment un orphelinat et que les enfants, quand ils sont adoptés, en fait ils ne sont pas adoptés, mais ils sont envoyés à un autre endroit, je ne vous dis pas, mais on est dans un univers avec une touche de magie, on a de l'aventure, on a beaucoup d'action, on a un côté très sombre aussi, ce n'est pas pour tout le monde, on a des combats, on a quand même du sang, on a beaucoup d'émotions, c'était vraiment génial, c'est une saga très riche aux multiples facettes qui se dévore en fait. Il y a 20 tomes et ça peut paraître beaucoup, mais clairement, les 20 tomes sont tous au même niveau. Je les ai dévorés, je les ai adorés, c'était juste génial. Et donc je suis trop contente de pouvoir vous en parler aujourd'hui. Et donc si vous aimez la magie, l'aventure, les rebondissements, les révélations, les personnages attachants et l'ambiance assez terrifiante, aussi pleine de tension, mais aussi avec cette touche oui, de magie captivante qui reste inoubliable en fait, eh bien vous pouvez vous tourner vers The Promised Neverland. Je sais aussi qu'il a été adapté en animé, mais je n'ai pas encore vu l'animé, donc je pense que je me tournerai vers celui-ci bientôt, ça me donne envie en tout cas. Ensuite, une autre saga dans laquelle je suis plutôt bien avancée, c'est Les Carnets de l'apothicaire. Je n'ai pas le livre sur moi parce qu'en fait c'est une amie qui me l'avait prêté, qui me prête en fait les différents tomes. Donc Les Carnets de l'apothicaire, j'ai le résumé sous les yeux. C'est une saga qui compte pour l'instant 13 tomes, moi je me suis arrêtée au tome 8, mais justement cette amie dont je vous parle m'a prêté le 9, le 10, le 11, le 12 et le 13, donc je vais pouvoir être à jour. Et c'est une saga qui est totalement différente de The Promised Neverland, mais qui a aussi cette petite touche d'originalité et ce dynamisme, ces rebondissements, ce côté addictif. Donc c'est aussi une saga que je recommande chaudement. Dans cette histoire, on suit Mao Mao qui a 17 ans, qui a été élevé par un apothicaire dans le quartier des plaisirs, qui a été formé par celui-ci. Et en fait, tout va basculer pour elle lorsqu'elle va être enlevée et vendue comme une servante dans le quartier des femmes du palais impérial. Donc tout va se passer à cet endroit. Et elle va être coupée du monde extérieur, elle va devoir survivre dans cette prison de luxe, mais elle va savoir se débrouiller avec sa détermination et surtout ses capacités puisque elle est apothicaire, elle a de nombreuses connaissances. Au début, elle va vouloir cacher ses capacités, mais il va se passer des choses assez suspectes dans le palais puisque les princes nouveau-nés vont petit à petit mourir. Et à ce moment-là, sa passion pour les poisons prend le dessus. Elle va enquêter pour comprendre ce qui se passe, comprendre pourquoi ces nouveau-nés meurent. Et elle va trouver la solution. Elle va donc être repérée et
et elle va en quelque sorte changer de statut en devenant goûteuse personnelle d'une des favorites de l'empereur. Et voilà, on suit Mao Mao dans cette aventure. Donc on est vraiment plongé en fait dans la cité impériale, dans le palais impérial, dans un monde de femmes régies par les hommes. Et on suit donc Mao Mao qui va devoir utiliser toutes ses capacités, son intelligence, son savoir pour démêler les intrigues de la cour. On est vraiment sur ça, sur les manigances, les intrigues de la cour. Difficile de trouver un autre résumé que celui-ci, dans le sens où l'aventure de Mao Mao continue au fil des tomes. On a au fur et à mesure en fait différentes enquêtes, différents problèmes. Elle va utiliser ses connaissances pour régler en fait pas mal de problèmes et enquêter. C'est surtout ça, on la suit dans ses enquêtes. Et c'est vraiment très bien construit, très habilement construit, très riche, très complexe aussi. Au début, j'avais un peu du mal à être immergée dans cet univers, un peu de mal à comprendre cet univers tout simplement. Mais à force, on est vraiment plongé dedans et on ne peut que apprécier cette héroïne qui est assez spéciale parce qu'elle est assez marrante dans le sens où elle est toujours là avec ses poisons, à faire ses petits remèdes, etc. Et tout le monde la trouve assez étrange parce que elle est comme ça, elle dégage quelque chose. Et elle va d'ailleurs rencontrer un autre personnage qui s'appelle Jinchi, qui est le haut fonctionnaire du palais. Et c'est lui qui va la promouvoir goûteuse. Et Jinchi est un personnage aussi très très important. Il est réputé comme étant très beau. Il essaie un peu de faire du charme à Mao Mao, mais elle ne se laisse pas vraiment avoir. Elle s'en moque un peu de tout ça. Et donc c'est sympa aussi d'avoir un personnage qui est comme ça. C'est un manga qui est, j'ai envie de dire, léger mais en même temps complexe. Je ne sais pas trop comment expliquer. Il y a vraiment cette ambiance qui dépayse et cette histoire captivante à chaque fois, fascinante. On est vraiment sur quelque chose qui transporte, qui envoûte avec ces décors, ce palais impérial, ces mystères. On a envie d'en savoir plus, on ne peut que tourner les pages encore et encore, et l'histoire s'épaissit de plus en plus au fur et à mesure des tomes pour eh bien, notre plus grand plaisir, tout simplement. Donc c'est vraiment génial. Un de mes autres plus gros coups de cœur manga, c'est clairement Spy X Family. Là, c'est un manga écrit par Tatsuya Endo et ça a été adapté en animé. J'ai aussi vu l'animé, mais je suis pas à jour dans la saga puisque j'ai lu jusqu'au tome 8, il me semble, et il doit en avoir 12 qui sont sortis ou 13, je ne suis plus sûre. Et là, on change totalement d'ambiance parce que on suit donc Twilight, le plus grand espion du monde, qui, pour sa nouvelle mission, doit créer une famille de toutes pièces afin de pouvoir s'introduire dans la plus prestigieuse école de l'aristocratie. Il est totalement dépourvu d'expérience familiale, il ne sait pas du tout comment faire, comment gérer cette situation, mais il va prendre les choses en main, il va adopter une petite fille sans savoir qu'elle est télépathe, et il s'associe à une jeune femme timide pour lui servir de femme sans se douter qu'elle est une tueuse à gages. Et ce trio atypique va devoir composer pour passer inaperçu tout en découvrant les vraies valeurs d'une famille unie et aimante. Ça c'est vraiment le résumé global de toute la saga. C'est voilà, cet espion, il y a une histoire avec la nation de Westalis et la nation d'Ostiana. Je sais plus laquelle est laquelle, je sais plus lui de quelle nation il fait partie, mais il y a un peu comme une guerre froide. C'est assez compliqué encore une fois, mais on a tout ce côté politique qui change vraiment de ce que je peux lire d'habitude et j'aime beaucoup parce que c'est quand même accessible, on comprend, mais donc il y a vraiment cette tension, cette ambiance et donc Twilight, il est là pour un peu sauver la mise et parce qu'il doit se rapprocher d'un homme politique et pour cela il doit réussir à accéder à une école de l'aristocratie, donc pour ça il a besoin d'un enfant à mettre à l'école, c'est pour ça qu'il adopte cette petite fille. Et c'est très drôle en fait ce manga parce qu'on a ces trois personnages qui ne savent pas les secrets des uns et des autres et qui sont totalement atypiques et totalement déjantés dans un sens. Twilight est quand même très sérieux, il prend sa mission au sérieux, tout ça, mais il est totalement chamboulé et déboussolé par rapport à sa petite fille, donc Anya, qui elle est télépathe, qui est une petite fille, qui fait parfois des bêtises, qui est tout simplement elle-même, et Twilight ne sait pas trop comment gérer ça. Parfois il se prend souvent la tête. Et on a donc la mère de la famille qui s'appelle Yor, qui elle travaille à la mairie, qui a une vie tranquille en apparence parce que donc elle est tueuse à gages et ça personne ne le sait, mais Yor est en même temps une personne extrêmement gentille, sympathique, toute douce, et donc c'est très drôle de voir qu'elle sait se battre mais parfaitement bien et elle est toujours là pour sauver Anya des mauvais coups dans lesquels elle se fourre. Donc c'est juste génial, j'adore ce manga pour son histoire. Donc on suit les différentes aventures de la famille en fait, leurs petites péripéties et en même temps il y a cette intrigue principale et c'est juste très très chouette. On a Anya qui est à l'école,
Twilight qui fait ses missions et en même temps qui joue le père de famille, et qui se prend la tête évidemment, Yor qui aussi fait sa petite vie en cachant à tout le monde qu'elle est une tueuse à gages, qu'elle tue les méchants quand même. On a d'autres personnages, il y a vraiment ce côté un peu excentrique, mais en même temps il y a plein de thèmes profonds, intéressants qui sont soulevés. C'est plein d'action, d'humour, c'est très riche, très très riche. C'est encore une fois un manga que je recommande et qui fait partie de mes coups de cœur et qui a en plus été extrêmement bien adapté en animé parce que vraiment, que ce soit les voix, les dessins, tout, je retrouve l'ambiance de la saga et j'ai juste l'impression, oui, de lire le manga et c'est ça qui est le signe d'une très bonne adaptation du coup. Donc vraiment, Spy X Family, je ne sais même pas quoi dire. C'est génial, tout est là et puis parfois c'est drôle mais c'est aussi plein d'émotions différentes. C'est vraiment top et je pense que c'est un manga que l'on doit lire si on aime ce genre d'histoire. Ensuite, j'ai découvert le tome 1 de Blue Flag, donc là encore je ne l'ai pas parce que c'est un ami qui me l'a prêté. J'ai seulement lu le tome 1, donc je vous avoue que j'ai déjà mon avis dessus, mais il n'est pas encore très complet. Je ne sais pas trop quoi vous dire dessus, comme ce n'est que le début, mais je peux au moins vous faire un résumé. Donc Blue Flag, c'est l'histoire de 3 élèves qui sont au printemps de leur année de terminale. 3 élèves qui vont se retrouver à un carrefour de leur vie. On a Taichi qui est dans la même classe que Thomas, qui lui donc est un ami d'enfance qui a tout réussi. Et il est dans la même classe que Futaba, une fille qu'il a du mal à supporter. Et tout va basculer le jour où Futaba va se confier à lui et lui avouer qu'elle est amoureuse de Thomas. Et c'est là que l'histoire commence avec donc ces 3 personnages, ce triangle amoureux finalement. Et c'était très chouette ce premier tome, même si les souvenirs sont assez lointains, était vraiment sympathique. C'est une belle histoire, ou en tout cas pour le début, d'adolescents qui se rencontrent, qui apprennent à gérer leurs problèmes, en même temps ces petites histoires d'amour. Et c'est mignon et en même temps léger et en même temps peut-être assez stressant dans le sens où t'as tout, où il y a où il y a ces intrigues amoureuses qui font vibrer dans un sens. Et donc on est sur un triangle amoureux en fait, c'est sur ça que se base l'histoire, mais ce n'est pas que ça, il ne faut pas s'arrêter à ça. Dès les premières pages, on le voit, les personnages sont quand même très attachants. Il y a quelque chose qui transporte. C'est une très belle histoire, on le sent dès le début. Il y a aussi beaucoup de l'humour, ça fait sourire. Il y a ce côté assez léger et les personnages sont réalistes, sont complexes. C'est beau. En même temps, comme ce n'est que le début avec ce premier tome, j'ai envie de lire la suite parce que je ne sais pas encore trop dans quoi on va partir. Donc je suis assez intriguée. J'ai vraiment bien aimé ce premier tome. C'était très chouette. Je vous dis une belle introduction à une belle histoire, on le devine. Donc j'ai hâte de lire la suite. Un autre manga que je n'ai pas sur moi parce que celui-ci je l'ai emprunté au CDI de mon établissement, c'est Blue Giant de Shinichi Ishizuka, qui est une histoire qui porte sur Dai Miyamoto, un lycéen qui veut devenir le plus grand saxophoniste ténor. Et donc ce manga, c'est son histoire, tout simplement. Encore une fois, je n'ai lu que le premier tome, mais ce premier tome m'a vraiment laissé une très très bonne impression, un très très bon souvenir. J'ai vraiment beaucoup aimé. Ce que j'ai retenu vraiment, c'est les dessins, les illustrations qui sont magnifiques, mais surtout dans les moments où notre protagoniste joue du saxophone quand il parle de sa passion, quand il est en train de vivre sa passion. En fait, les dessins sont tellement, je trouve, réalistes et ils dégagent quelque chose et j'avais vraiment l'impression d'être aux côtés de ce personnage qui joue de son saxophone. Je sais pas, il y avait vraiment cette ambiance, cette passion en fait, on la sent, on vibre avec lui. C'est vraiment ces émotions qui ressortent de ce manga et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est ce côté émotion. On est vraiment transporté par cette histoire et on sent que ça va être une belle histoire avec bien sûr des hauts, des bas, mais une histoire inspirante qui fait du bien et qui est aussi addictive parce qu'on s'attache au personnage et on s'attache à ce rêve qu'il a, ce rêve qu'il veut réaliser. C'était vraiment une très très belle lecture et encore une fois, j'ai hâte de lire la suite. J'ai lu les 2 premiers tomes de A Silent Voice de Yoshitoki Ohima.
Donc ici The Silent Voice, c'est aussi, ça a été adapté en film, enfin en animé mais en film, pas en série si je ne me trompe pas. Je n'ai pas encore vu ce film, mais je vais bientôt le faire parce que j'ai beaucoup aimé ces 2 premiers tomes. En tout cas, il faut que je découvre la suite d'abord. Et ici, on suit donc 2 personnages. Donc on a Shoko, qui est une jeune fille qui est sourde depuis sa naissance, qui peine à saisir les conversations, même avec un appareil auditif. Bon, c'est très compliqué pour elle. Et elle va être transférée dans une nouvelle école où elle va rencontrer Shoya Ishida, qui est le leader de la classe, et à cause de lui, Shoko va être harcelée, Shoko va être persécutée en fait par les élèves de la classe. Shoya décide tout simplement de lui rendre la vie impossible. Les agressions du jeune homme sont psychologiques, physiques, de plus en plus violentes, jusqu'au moment où une brimade de trop va provoquer une plainte de la famille de Shoko, ainsi que l'intervention du directeur de l'école. Mais à ce moment-là, tout va basculer pour Shoya, parce que tous ses camarades de classe vont se retourner contre lui et dire que c'est lui le responsable de ces agressions alors qu'ils étaient plusieurs. Donc notre protagoniste masculin se trouve dans une nouvelle passe parce que c'est lui qui devient le nouveau souffre-douleur de la classe. Il va finalement se rendre compte que Shoko faisait preuve de gentillesse à son égard et il va se sentir coupable. Il va être mis à l'écart pendant sa scolarité, bon, vous voyez le tableau. Mais l'adolescent n'a jamais oublié la jeune sourde et il prend la résolution de la retrouver pour lui présenter ses excuses avant de mettre fin à ses jours. Donc voilà, on est plongé dans cette histoire qui est un manga finalement pas comme les autres parce qu'il parle du handicap, il parle du harcèlement, il parle de tous ces sujets très durs, très profonds, très très forts, mais finalement très importants. Et ce sont des sujets qui sont très très bien abordés, je trouve. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire, en tout cas la manière dont elle commence dans ces 2 premiers tomes. On ne peut s'empêcher de se demander comment ça va se passer. Et c'était très beau en même temps, ça fait mal, et encore une fois plein d'émotions, mais c'est très touchant. C'est plein de sensibilité, les dessins sont vraiment très beaux, c'est aussi réaliste, humain, profond. Bref, encore une fois, une très très belle histoire et je vous parlerai de la suite lorsque je l'aurai lu. On termine avec 2 mangas dans l'univers du sport puisqu'on va parler de Médailliste de Tsuru Maikiada. Donc le tome 1, encore une fois, et ici c'est un manga qui se concentre sur l'univers du patinage artistique. Et on suit 2 personnages, donc l'histoire se passe au Japon, qui est reconnu comme l'un des meilleurs pays au monde dans le domaine du patinage artistique. Et il y a ce prestigieux championnat national qui se déroule chaque année, qui est réservé à une poignée de privilégiés. Et on a donc Tsukasa, qui est un ancien athlète, qui a vu son rêve se briser après s'être consacré corps et âme à ce sport, qui va aider une jeune fille qui s'appelle Inori, qui est âgée de 11 ans, qui elle veut devenir la plus grande des patineuses, bien que personne ne croit en elle. Le destin va réunir ces 2 personnages, ils vont former un duo très attachant, et Tsukasa va tout faire pour aider Inori à atteindre son rêve. Quel coup de cœur pour ce premier tome, c'était génial, beaucoup de dynamisme dans les dessins puisqu'on a ces scènes de patinage qui sont vraiment très belles, très très bien retranscrites. On est plongé dans cet univers du patinage, donc c'était en même temps très intéressant. On est immergé et c'était vraiment très bien fait. J'ai beaucoup aimé la construction du récit et j'ai beaucoup aimé les 2 personnages qui ont parfois des réactions assez exagérées, mais ça fait partie de l'ambiance du manga, je pense. Mais c'était en même temps drôle, ça donne le sourire et en même temps il y a des moments qui font plus mal que d'autres parce qu'on ne peut s'empêcher de ressentir de la peine pour la petite Inori. C'est un manga qui donne envie de croire en ses rêves, qui inspire, qui fait vibrer. On a vraiment cette passion qui ressort encore une fois. Et j'ai adoré, c'était une très belle introduction. J'ai hâte, encore une fois, de lire la suite. C'était génial, une très très belle découverte que je n'oublierai pas. Et on termine avec Blue Lock de Muniyuki Kaneshiro et Yusuke Nomura, qui est donc un manga sur le foot. Je ne pensais pas un jour lire un manga sur le foot, je ne suis pas forcément fan de foot plus que ça, et je dois avouer que j'ai adoré ce premier tome, c'était juste génial en fait, et très très addictif. L'histoire de ce manga, c'est l'histoire du club Blue Lock, qui est donc un club de football, un centre de formation révolutionnaire qui va être créé pour rassembler les 300 meilleurs attaquants lycéens du pays parce que l'équipe de football du Japon est éliminée lors de la Coupe du Monde 2018. Donc c'est un échec et donc il va avoir la création de ce centre de formation. L'objectif du coach de Blue Lock,
Donc Jinpachi Ego est clair, lui il veut détecter l'unique attaquant qui écrasera tous ses rivaux par son talent et son hyper individualisme. Donc les 300 meilleurs attaquants lycéens du pays, ils sont là justement pour être en compétition et si on veut être choisi, il faut se démarquer. Notre protagoniste c'est Yoshi Izagi qui est un joueur bouillonnant mais encore inconnu. Pour lui, il n'y a pas d'alternative, il veut se faire choisir, il veut se faire remarquer et donc à ce moment-là, s'il veut survivre à ce programme sélectif, il va devoir abandonner le jeu collectif et se transcender pour devenir l'attaquant ultime. Donc c'est lui que l'on suit, c'est cette histoire que l'on suit, c'est on va dire c'est cette ascension, ce désir d'être le meilleur que l'on va suivre dans cette histoire. Et c'était très chouette, encore une fois un manga très dynamique et addictif avec ces scènes de jeu, donc de foot, qui transportent aussi et qui sont vraiment bien retranscrites. On a voilà, des dessins très vivants, des personnages aussi très vivants avec toujours ce style manga avec parfois bon, des réactions peut-être assez exagérées, mais ça fait partie de l'histoire, ça fait partie de l'ambiance. J'ai eu un coup de cœur pour ce premier tome et je ne sais pas ce que j'attends pour lire la suite, c'est juste qu'il y a beaucoup de tomes, mais j'ai très très envie de la lire. Quoi dire d'autre? Je ne sais plus exactement ce que j'en ai pensé, mais c'était génial, je vous dis. Tous les personnages sont attachants, on a beaucoup de scènes donc d'action, donc de foot, mais c'était très chouette et en même temps assez stressant on va dire parce qu'on est plongé dans cette ambiance de compétition. Bref, ça fait quelque chose et on ne peut s'empêcher de tourner les pages, on ne peut s'empêcher d'être transporté par cette histoire. Donc encore une fois, une très très bonne découverte. Et voilà, j'en ai fini avec toutes mes découvertes manga. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie de découvrir ces sagas. N'hésitez pas parce qu'elles valent vraiment le coup. Et si vous avez des titres à me conseiller, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Il y en a beaucoup qui sont dans ma wishlist que j'aimerais lire parce qu'il y a plein d'histoires que j'aimerais lire et parce qu'elles ont l'air trop bien. Tout simplement, vous me comprenez. Mais si vous avez des titres en particulier, moi ça me va parce que c'est vrai qu'il y en a tellement que je ne sais plus forcément où donner de la tête. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!